Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Et comme vous le verrez si vous regardez la vidéo sur YouTube, on est en présentiel. J'ai la chance d'avoir une invitée qui m'a été présentée non seulement par un ancien invité du podcast, salut Philippe, et puis aussi par quelqu'un que j'ai rencontré par le plus grand des hasards quand on allait organiser un stage qui finalement s'est pas fait, mais restez en haleine, ça va se faire certainement au mois de mars. Bref, je suis très content de te tendre le micro, Laura Gauthier. Salut Laura. Salut Armano. Bon, ne t'inquiète pas, t'as pas besoin de bouger, c'est moi qui viens à toi. Regarde, je me rapproche, hop, toi tu bouges pas, toi tu vois, t'es bien, t'es détendu, t'es chez toi. D'ailleurs, je te remercie de nous accueillir. Pas de commentaires sur l'intérieur pour ceux qui regardent la vidéo. On a caché, le stétiné. C'est ça, t'as caché le néoprène dans la salle de bain. D'ailleurs, c'est sympa quand. Elle est en train de sécher. Parce que pour être transparent, on s'est dit qu'on allait quand même en profiter de se voir pour faire aussi un petit footing. Donc petit footing ce matin. J'ai eu la chance de me doucher chez toi et dans la salle de bain, forcément, on est chez les triathlètes. Il y a le néo, il y a le maillot de bain, il y a tout ce qui va bien. Il y a toute la panoplie, c'est vrai. Donc si t'as besoin, c'est juste à côté. Ouais. Alors par contre, t'as pas dû voir ma morphologie. Moi, je rentre pas dans ta combi, ni dans celle de monsieur. Allez, on fait un petit trou derrière et puis hop, ça va passer quoi. C'est bon. Écoute Laura, comme je le disais, je suis super content de pouvoir te tendre le micro, de pouvoir échanger avec toi. Ce que je te propose, comme je le fais avec tous les invités, c'est déjà de te laisser te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Laura Gauthier ? Eh bien, je m'appelle Laura Gauthier, j'ai 33 ans, je vis à Toulouse depuis, je pense, une dizaine d'années, avec un petit passage à Périgueux, donc c'est un petit lien avec le triathlon, peut-être qu'on en parlera. Je travaille à Toulouse aussi, je suis ingénieure patrimoniale, donc je travaille dans la gestion de patrimoine, et je fais du triathlon depuis, on va dire, depuis 2017, voilà. 2017, ça veut dire que t'es plus une néo-triathlète, mais ça fait un peu moins de 10 ans que t'en fais. Ingénieur patrimonial. Alors ça veut dire quoi ? On voit bien les banquiers, on voit bien les traders, on voit bien parfois les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, mais ingénieur patrimonial, ça veut dire quoi ? Un ingénieur patrimonial, déjà, j'ai été CGP, j'ai été banquière donc dans d'autres vies. Aujourd'hui, je me suis dirigée vers un parcours, vers un métier un petit peu plus technique. Donc, l'ingénieur patrimonial, en tout cas, là où je l'exerce actuellement. Donc, je travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine que j'accompagne sur leurs grosses affaires ou bien sur des thématiques un petit peu plus spécifiques avec des sessions d'entreprise, des transmissions à organiser, peut-être intergénérationnelles et sur certains produits financiers. On en a parlé tout à l'heure, des fois un petit peu plus complexes, donc comme du capital investissement ou autre. Et donc, j'essaie donc de travailler au mieux avec eux pour accompagner leurs clients, du coup, à la réalisation de leurs objectifs. Bon, et l'objectif, c'est souvent épargner, investir, faire la culbute et puis défiscaliser aussi. C'est toujours une question de fiscalité au bout, quoi. Que ce soit une fiscalité successorale ou au titre de l'impôt sur le revenu, effectivement. Donc, en France, il y aurait bien des choses à dire. Donc, en tout cas, il y a du boulot et donc j'ai du travail aussi grâce à tout ça. Voilà. N'hésite pas si tu veux donner le nom de ton employeur, t'es pas obligé, mais si tu veux, tu peux lui rendre hommage. Oui, je peux le citer puisqu'on a le même avec Philippe Durand que tu as rencontré, qui est directeur d'agence. On travaille tous les deux à l'Union financière de France. Super. Un petit coucou à l'UFF. Laura, on se parle aujourd'hui pour parler de toi, de ton parcours, de tout ce que tu as fait depuis que tu as découvert le triathlon. Revenons un petit peu à la base. Déjà, quand tu étais petite, est-ce que tu étais sportive ? Oui, moi j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours été très très active et très touche à tout. J'ai plutôt un parcours, on va dire, de gymnaste, donc j'ai fait un peu plus de 10 ans donc de gymnastique acrobatique et ensuite petit à petit en montant dans les études, donc j'ai dû arrêter, j'ai dû changer, donc j'ai fait du rugby à 7, du rugby à 13, du handball, 7 ans d'équitation aussi et ensuite quand j'ai commencé mes études on va dire supérieures,
j'ai plutôt arrêté tous ces sports-là puisque je voulais vraiment me concentrer à réussir mes études et à réussir donc à étudier convenablement. Donc je me suis plutôt tournée vers la salle de sport. À l'époque, c'était pas trop connu, il n'y avait pas trop de filles dans les salles de muscu, mais moi j'aimais bien ça, avec aussi les cours collectifs, tu sais, comme le body attack et tout ça. Et puis progressivement, je me suis mise à la course à pied. D'abord à la course à pied parce que je voulais m'entraîner pour le rugby, donc j'avais à cœur en tout cas d'entretenir mon cardio. Et puis un jour je me suis inscrite sur un 10 km, les 10 km de Paris, et puis ensuite pourquoi pas un semi. Donc évidemment quand on n'a pas trop d'expérience, on passe 6 mois à s'entraîner, 6 mois à se blesser, voilà, donc finalement on court que la moitié de l'année. Et voilà comment un petit peu mon parcours sportif. Alors pour la gym, je vois, c'est bien pour ça que tu as à peu près la même taille que moi, hein. Mais comment tu as fait pour faire rentrer tout ça, 10 ans de gym, du rugby à 7, du rugby à 15, de la muscu, de la course à pied dans 33 ans? Comment tu fais? En fait, j'en ai toujours fait beaucoup, tous les jours et beaucoup. Moi, je me rappelle encore quand j'étais au collège et au lycée, donc surtout collège, pardon, le mercredi après-midi, il est dédié à l'UNSS. Donc moi, j'allais faire 1h30 d'handball, ensuite j'allais faire 1h30 de gym. Moi, c'est ce qui me plaisait. Et puis, je suis issue d'une famille de sportifs. Mes parents étaient de grands sportifs. Donc en fait, on a toujours eu cet ADN-là et on a toujours eu l'habitude d'intégrer justement le sport, même si c'est du roller, un peu de tennis, en tout cas le fait de bouger, d'avoir une activité physique, en tout cas dans le quotidien. Donc c'est plutôt, on va dire, un mode de vie. Voilà. Ouais, puis on en parlait un petit peu en off, et je l'ai vu en allant dans tes toilettes, décidément, à faire le tour de la maison. Ton papa était médecin, ça faisait partie donc le sport faisait partie de l'hygiène de vie, et faisait partie aussi de ses recommandations, de ses prescriptions en tant que papa et en tant que médecin. Oui, j'imagine, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé comme ça, mais en tout cas, on a toujours eu l'habitude avec nos parents de faire du sport. Ma mère aussi faisait beaucoup de rugby et d'athlé, donc en fait, c'est quelque chose qui s'est vraiment transmis. Donc peut-être, on est 3 enfants, donc peut-être un peu moins chez ma sœur, par exemple, qui a d'autres passions, mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment important d'avoir tout ça dans ma vie et d'avoir des représentations aussi, tu vois, des modèles, des inspirations. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Bon, tu es originaire du Tarn, ça aussi on en parlait un peu en off, donc un petit coucou aux Tarnaises et aux Tarnais. C'est pour ça le rugby, parce que au-dessus de la Loire, le rugby, et en plus le rugby chez les femmes, c'est quand même pas ultra développé, en tout cas ça l'était pas il y a 10-15 ans. Eh bien, pas vraiment. En fait, j'ai commencé le rugby quand j'étais au lycée, tu sais, un petit peu le mercredi. Et puis, bon, j'étais pas trop mauvaise. Et puis, un jour, donc, il y a une personne qui était, juste comme on dit, pion au lycée, donc qui s'appelle Léo, et qui verra peut-être du coup cette vidéo ou ce podcast. Léo, qui a trouvé que je me débrouillais bien et qui m'a demandé de venir et d'intégrer donc non plus l'UNSS de rugby à 7, mais son équipe donc de rugby à 13 féminine. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça aussi que j'ai fait le lien après avec la gestion de patrimoine, puisqu'il se trouve que j'ai fait mon premier stage dans la gestion de patrimoine avec quelqu'un qui est donc le meilleur ami de Léo, qui a travaillé là où je travaille aujourd'hui. Voilà. La boucle est bouclée. Ouais. En même temps, dans le sud-ouest, le rugby, la gestion de patrimoine, la bonne bouffe. Non. Surtout la bouffe, oui. C'est vrai, surtout la bouffe. Puis ceux qui me connaissent bien savent que c'est une de mes priorités. Donc, manger toutes les 3 heures comme les bébés. Donc, la bouffe et le sommeil, aujourd'hui, c'est ma priorité. Bon, ça va, tu le portes pas du tout sur toi. Ou alors c'est parce que tu fais beaucoup d'entraînement. Donc le sport, tu découvres, tu nous as dit, tu commences le triathlon en 2017. Comment tu arrives sur le triathlon ? Et en fait, j'avais donc des cousins éloignés qui faisaient donc du triathlon à l'époque. Et puis moi, j'étais assez impressionnée, notamment par la partie natation. C'est souvent le cas quand on débute le triathlon. La natation, c'est souvent un véritable enjeu. Parce que les rugbymen et les rugbywomen, la natation, c'est pas votre truc ? Ça dépend. En tout cas, pas le mien. C'était moins le mien. Je savais nager vite fait, mais comme on en parlait tout à l'heure, pour faire 1500 mètres, il me fallait 1 heure. 1 heure en m'arrêtant tous les 25 mètres parce que j'arrivais pas à respirer, parce que je buvais la tasse et je me disais, mais quelle horreur ce truc. Et en fait, quand j'ai eu mon premier boulot en 2015-2016, donc mon premier travail a été à Périgueux. Je me rappelle encore, on m'a dit, toi, on m'a montré une carte comme ça, on m'a dit, toi, on te propose à Périgueux, je savais même pas où c'était, je savais même pas où le situer, je dis, mais c'est à plus de 100 km de Toulouse, ça, comment je vais faire ? Et en fait, je suis allée là-bas, et j'étais toute seule, mon conjoint de l'époque était à Toulouse, il travaillait à Airbus, donc du coup, c'était un peu compliqué
pour rester là. Et je connaissais personne à Périgueux, donc je me suis dit la meilleure idée, c'est de s'inscrire dans un club pour rencontrer du monde. Et comme je voulais faire du triathlon, je me disais, je vais essayer. Je me suis dit, voilà, je m'inscris dans un club de triathlon. Et en fait, ça a commencé comme ça. Ça a été le début d'une grande passion avec ce sport. Voilà. Alors, le début, ça ressemblait à quoi, les débuts de Laura en triathlon? Ça, c'était la piscine. Oui, la piscine, c'était très compliqué. En plus, je me suis dit, pour vraiment réaliser mes entraînements et progresser, je m'inscris dans un club, mais je m'inscris tout de suite à un triathlon. Comme ça, pas le choix. Je crois que j'avais choisi un triathlon au mois de juin. Il y avait Naïou, oui, j'ai fait Naïou en premier. Et ensuite, j'en ai fait un autre en Charente, je crois. Naïou, juste à côté de Périgueux, donc au nord de Toulouse. Voilà, c'est ça. Donc, pas du tout, on va dire, la même ambiance que maintenant et la même réussite. Et donc, je m'inscris, je me dis tout de suite, comme clairement, je ne sais pas nager, je vais aller nager 2-3 fois par semaine. Je m'étais inscrite à des cours de perfectionnement de natation le mercredi avec Patrick pour vraiment apprendre à nager. Enfin, ça a été long, mais c'est comme ça aussi qu'on progresse, je pense. Alors, le mercredi, c'est un truc quand même pour toi, parce que le mercredi, l'UNSS, le mercredi, les cours de perfectionnement avec Patrick. Aujourd'hui, on enregistre un mercredi. Il y a un truc avec le mercredi, alors. C'est vrai. J'aime bien le mercredi, c'est vrai. Les autres jours aussi, mais il se trouve, c'est peut-être un signe aussi que le mercredi, il faut que j'arrête de travailler, que je fasse que du sport aussi. Je vais suggérer ça au chef. On va voir. Voilà. Ouais, donc tu découvres ça à Périgueux, tu te dis que tu vas aller nager, tu prends ces cours de perfectionnement. C'est dans le cadre du club, tu nages avec le club ou tu fais des entraînements en plus? Enfin, j'imagine que c'est le début où tu commences à devoir jongler entre le sport et le côté professionnel. Les horaires de club sont ce qu'elles sont, elles sont pas flexibles. Donc comment tu t'organisais pour nager, pour commencer à rouler, pour commencer à courir? Alors déjà, je m'entraînais beaucoup moins que maintenant. Voilà, si j'arrivais à faire 7 heures dans la semaine, pour moi, c'était déjà énorme, 7 heures d'endurance, donc c'est déjà joli. Et c'est vrai que je le faisais tout simplement après le travail. Donc souvent, les cours de natation, c'est à 20h le soir, 20h ou 20h30. Donc finalement, t'as le temps. Généralement, la plupart des gens ont quand même fini leur boulot à cette heure-là. Ça dépend des jours aujourd'hui. Et ensuite, le week-end. Donc progressivement, les week-ends, moi j'avais qu'une hâte, c'était d'être en week-end parce que j'avais découvert la montagne. J'ai découvert à Toulouse qu'il y avait un lac qui s'appelait la Ramée. Enfin, tu vois, moi j'ai découvert la vie grâce au triathlon et j'ai appris à m'orienter aussi. Parce que je suis une buse en orientation, tout le monde me le dit, donc je prends aucune décision là-dessus. Et c'est vrai que quand on fait du vélo, on est obligé de savoir s'orienter. Bon, des fois, ça marche pas. En vélo, tu suis quand même, alors qu'en natation, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais je trouve que ça m'a permis, et c'est ce que j'ai en tout cas adoré dans le vélo, c'est que c'était une autre façon de découvrir des endroits, des villes, des paysages, des lieux, et surtout apprendre à se repérer aussi dans l'espace, ce qui n'est pas inné chez moi. Voilà. Heureusement, maintenant, on a les montres GPS qui nous aident bien. Oui, mais ça m'a pas empêché. Une fois, je voulais faire un aller-retour à Narbonne en vélo, et puis j'ai fini par faire une boucle. Je devais faire 70 bornes, j'ai fait une boucle de 100 bornes, j'étais perdue, je savais pas comment rentrer. C'était les débuts, quoi. C'est assez folklorique, quand même. Donc, c'est comme ça que tu commences. Tu m'étonnes que tu t'épanouisses sur le long, parce que finalement, si tu fais des boucles de 100 bornes au lieu de 60, ça se comprend. Et donc, ça, c'est tes débuts en triathlon, 2016-2017. Et comment se passe ce premier triathlon sur lequel tu t'inscris, donc à Naïou? À Naïou, écoute, ça s'est plutôt bien passé, je dirais. Enfin, bien passé, la natation comme je pouvais. Le vélo, j'étais contente de moi. Je crois que je faisais 26 km/h. Je l'avais fait, j'étais super contente. Et ensuite, la partie course à pied. Bon, je crois que sur les 10 bornes, j'ai mis 1 heure et j'ai dû m'arrêter parce que j'avais des soucis digestifs. Donc, le problème, c'est qu'à Naïou, t'as pas trop d'endroits où te cacher. Donc ça a été assez traumatisant puisque quand je me suis réinscrite à un triathlon l'année d'après, donc le lac du Salagou, au Salagou, que tu connais peut-être. Mais en fait, moi, mon objectif, c'était surtout de ne pas avoir de soucis digestifs. Tu vois, j'avais commencé à m'intéresser à l'alimentation. Je m'étais renseignée, j'avais pris un diététicien sur 3 mois pour être sûre que mon alimentation, le jour J, ça allait, que j'aurais pas de problème. Et en fait, j'en ai plus, mais ça s'est bien passé. Ça m'a donné en tout cas le goût de l'effort. Voilà. Bon, alors pour la petite précision, pour la petite histoire, quand je suis arrivé tout à l'heure, juste avant qu'on aille courir, tu m'as proposé un café. Donc tes problèmes digestifs, à mon avis, ils viennent peut-être aussi de là. Non, le café, il n'y a jamais de mauvais moment pour prendre un café. Ça, c'est...
Ah, c'est clair. Mais, donc premier tri, deuxième tri, ça va. Comment est-ce que tu t'inscris dans une démarche de progresser en triathlon, surtout que tu viens de lancer aussi ta carrière professionnelle. Où est-ce que tu mets l'accent, où est-ce que tu mets la priorité, ou au final tu prends la vie comme elle vient et puis tu laisses couler? Je pense qu'il y a eu surtout deux périodes. La première, c'est quand j'étais dans un grand club, donc au TUC, 250 licenciés, où tu as quand même beaucoup d'entraînements, où les entraînements course à pied, tu te retrouves à 40, 50, voire 60 en début d'année sur la piste. Et à 10 à la fin? Pas 10 parce qu'il y a toujours du monde, mais effectivement, en début d'année ou après le 1er janvier, tu as toujours beaucoup de monde, c'est les bonnes résolutions, etc. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était juste partager des moments avec du monde. Enfin, je me suis fait des potes, je rigolais tous les soirs, je passais des moments trop bien. Donc, en fait, il y avait cette dimension-là sociale qui me plaisait beaucoup. Et en fait, quand tu débutes, tu te mets jamais de limite. En fait, tu veux faire tous les entraînements, tu veux venir tout le temps. On te dit, bon, bah là, il faut faire, j'en sais rien, on part sur une séance souple et en fait tout le monde est à bloc. Donc finalement tu es tout le temps à bloc. Voilà. Ça me rappelle quelque chose ce matin. Oui, ça c'était toi qui était à bloc. Et en fait, voilà, tu es toujours à bloc. Donc finalement, tu n'as pas vraiment de cadre d'entraînement parce que tu es toujours en fond, tu rentres, t'es crevé, ensuite tu te blesses aussi beaucoup quand tu es débutant parce que tu n'as pas de notion de progressivité. Donc il y a un peu moins de 10 ans, donc il n'y avait pas tout ce qui était podcast, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tous ces conseils, tous ces réels Insta qui pouvaient donner des conseils qu'on peut retrouver aujourd'hui pour un débutant. Un débutant, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de documentation et beaucoup de vidéos à voir. À l'époque, c'était pas le cas, même pour la nutrition, mais jamais ça me serait venu à l'idée de prendre un gel, tu vois, j'allais prendre une banane ou même sur mon premier, je crois, un long que j'avais fait, je me suis fait un sandwich, tu vois. Donc c'est différent aujourd'hui, c'est pas la même époque. Voilà. Ouais, la gamine qui a décollé le triathlon en 2017. Moi, j'ai commencé en 96. YouTube n'existait même pas encore. C'est clair. C'est clair, ça a beaucoup évolué et c'est ça qui est intéressant dans ce sport, c'est qu'il y a une évolution permanente à la fois sur les supports qu'on peut avoir pour se former, mais aussi sur la nutrition, le matériel, enfin les vélos n'ont plus rien à voir, la course à pied, les chaussures non plus, enfin tu vois, il y a vraiment un changement permanent, mais comme dans beaucoup de sports, mais peut-être plus spécifique au triathlon, où le matériel joue une grande importance, en tout cas quand on veut performer. Voilà. C'est clair. Si tu as les jambes, tu performes pas pareil avec un vélo à 500 € et avec un vélo à 5000. Hein. C'est pas le même matériel non plus, mais c'est clair que ça peut jouer un rôle. Et du coup, comment est-ce que tu progresses à ce moment-là? Parce que tu dis, il y avait un peu moins de contenu que maintenant, mais toi, tu faisais partie d'un club. Comment tu progresses? Est-ce que c'est les entraîneurs? Est-ce que c'est les copains, les copines d'entraînement? Est-ce que c'est tu te renseignes? C'est ta volonté personnelle? Enfin, comment tu progresses à ce moment-là? Et ben en fait, c'est un peu tout ça. Donc c'est un peu, non mais c'est vrai, c'est un petit peu un mix de tout ça. Et puis tu rencontres des bonnes personnes qui te donnent des conseils. Un jour, tu rencontres un entraîneur qui t'a fait débloquer quelque chose en natation. On avait en tout cas une super coach de natation qui s'appelle, je sais pas si elle est encore, Laetitia, qui en fait te donne les bons éducatifs, qui te regarde bien, qui t'aide en fait à progresser. Et ensuite, petit à petit, donc, je me suis améliorée sur mes courses et mes entraînements, mais sans objectif particulier, tu vois. Vraiment, j'étais plus dans le loisir et le fait de m'améliorer. Et puis un jour, donc, j'ai commencé à me faire entraîner par un premier entraîneur pour réaliser l'Ironman de Nice en 2019. Donc j'ai mis un petit peu un pied dans un cadre. Voilà, comme en plus j'étais très scolaire, ça m'allait bien. Et quel confort de se lever le matin et de voir que sa semaine est prête. Il faut juste l'organiser dans l'agenda et mettre ses entraînements dans l'agenda, mais tout est fait, il n'y a plus qu'à suivre, faire un retour. Donc à l'époque, il n'y avait pas Training Peaks ou Nolio, tu vois, c'était des tableurs Excel que tu renvoyais, donc c'est quand même pas pareil. Mais déjà, j'ai mis un pied dans un cadre, donc j'ai commencé à progresser comme ça. Et ensuite, donc c'est mon nouvel entraîneur, donc Nicolas, qui a commencé à m'entraîner. Et en fait, j'ai vite progressé parce qu'en fait, quand on a rencontré la bonne personne qui nous convient en termes d'entraînement, en fait, ça peut que matcher. Voilà. Et c'est surtout être à l'écoute de soi et à l'écoute des conseils. Il faut être prêt à écouter et pas faire n'importe quoi aussi. Petit coucou à François et Alexandre de Noyo, ils seront contents de savoir qu'en 2019 ça n'existait pas encore. Je crois qu'ils ont lancé en 2017. Tous les entraîneurs à cette époque-là ne travaillaient pas sur cette plateforme. Voilà, j'essaie de me rattraper, mais non, mais c'est un budget aussi, tu vois. Donc à l'époque, ça se faisait pas trop encore. Maintenant, je sais pas qui travaille avec un tableur Excel, je sais pas. Peut-être ceux qui n'ont pas Internet, je sais pas. Non, mais tu vois, c'est quand même beaucoup plus répandu aujourd'hui de travailler avec des plateformes qu'à l'époque ça ne l'était, puisqu'entre-temps, tu as quand même des études scientifiques qui sont sorties pour aider aussi à comprendre ces plateformes-là. C'est bien d'avoir tous les graphiques, mais si tu sais pas comment les analyser, parce qu'en fait, en France, on n'est pas encore là-dedans, c'est compliqué, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est
la plus-value de l'entraîneur avec ce type d'outils, de pouvoir analyser le suivi de la charge, le suivi de la fatigue, tous ces éléments-là qui sont captés par nos objets connectés, qui sont captés aussi par le ressenti que tu vas renseigner après chaque entraînement, ou même sur des jours de pause, ton ressenti à la fin de la journée, qui va suivre ton activité au quotidien, et ça va permettre en tout cas de nourrir tous ces algorithmes pour avoir un suivi de la charge et de la fatigue. Et c'est des éléments qu'effectivement, il y a 10-15 ans, on n'avait pas. Oui, on n'avait pas ça, et en même temps, tu avais quand même beaucoup d'athlètes qui s'entraînaient au ressenti et sans fréquence cardiaque et qui performaient aussi. Mais je pense qu'à un moment donné, si on veut aller plus loin dans la démarche et surtout éviter de se blesser, parce que je pense sincèrement que si on veut performer dans le triathlon ou même dans un domaine d'endurance ou d'ultra-endurance, ce qui compte, c'est d'être constant. Mais c'est vrai, c'est la constance. Et donc, le fait de ne pas se blesser, parce que dès qu'on se blesse, en fait, ça nécessite de récupérer, de revenir progressivement. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup appris par rapport à ça, et je préfère aujourd'hui, quand je sens une petite douleur, faire moins ou m'arrêter, que de forcer, comme une débile, et puis me blesser et mettre 3 semaines, en fait, à revenir, en fait. Donc, je suis plus à l'écoute de mes sensations. Mais tout le monde est différent. Merci de le dire. Déjà, on est toujours le plus mal chaussé, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, donc on peut donner des conseils, mais de temps en temps, on a tendance à les oublier. Mais c'est vrai que cette clairvoyance aussi, de se dire, là, si je commence à sentir une douleur, si je commence à être blessé, il vaut mieux s'arrêter tout de suite, se faire être pris en charge, se faire soigner si c'est nécessaire, et faire une pause de 1, 2, 3 semaines, plutôt que de continuer à tirer sur la blessure, et puis au final, te retrouver arrêté pendant 2, 3, 6 mois, ou de foutre en l'air une saison, que tu cherches des records, des podiums, ou simplement que tu cherches juste à t'amuser, parce que finalement quand tu es un amateur et que tu vas juste sur des compétitions pour concourir contre toi-même, ça en va aussi de ton équilibre personnel, de pouvoir t'entraîner et de pouvoir t'aligner sur des courses, ce que tu peux plus faire si tu es blessé. Oui, c'est sûr, donc c'est une dimension qui est hyper importante, surtout quand on fait de la course à pied, c'est là où on se blesse le plus facilement. Donc des fois on a beau être fort en course à pied, si on débute, malheureusement il y a une progressivité à respecter. Voilà. Bon, progressivité toute modérée quand même, parce que toi, tu commences le triathlon donc en 2016, tu fais ton premier tri en 2017 et tu passes sur Ironman en 2019, donc 2 ans après. C'est quand même rapide comme progressivité. Oui, en fait, j'ai fait mon premier Ironman à 27 ans parce qu'en fait, j'avais une copine à l'époque qui avait fait son premier Ironman à 27 ans et elle m'a dit, Laura, à 25 ans, il faut que tu fasses ton premier Ironman. Et comme pas du tout influençable. En fait, à l'époque, en plus, on était partis entre copines en Malaisie. Et donc, j'étais en Malaisie. Elles m'ont tout dit, bon, vas-y, il faut s'inscrire. Et puis, il y en a une autre qui s'est inscrite. Et je dis, bon, moi, je m'inscris avec toi. Et on s'est inscrites toutes les deux, voilà, sur l'Ironman, de Nice, à l'époque. Comment t'organises ces 2 ans ? Enfin, déjà, ton inscription, elle se passe combien de temps avant la course ? Et puis, comment se sont passés ces 2 ans de progression jusqu'à l'Ironman ? Je me suis inscrite fin août 2018. Ça fait 1 an, quoi. Voilà. Et l'Ironman de Nice, c'était en juin, je crois, fin juin, à l'époque. Écoute, en plus, je crois que j'avais changé de boulot à l'époque. Ouais, je crois que j'ai changé de travail. En plus, j'ai pris la présidence d'un club de triathlon. Et en fait, du coup, j'ai eu beaucoup de choses à gérer cette année-là. La chance que j'avais, c'était d'être bien accompagnée par un entraîneur. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, j'ai vraiment découvert le triathlon longue distance à cette époque, quoi. Enfin, faire des sorties de 27 bornes, ça me paraissait quand même assez fou quand je voyais les gens faire ça. Sortie en vélo de 27 bornes. Oui, vélo. Et en fait, ça m'a vraiment fait découvrir, je dirais, l'entraînement. Ce que c'était l'entraînement en triathlon, les multi-enchaînements le week-end, le fait aussi de se faire violence mentalement aussi quand ça va pas. Voilà, quand à l'époque, je m'entraînais un peu comme ça. Donc j'ai vraiment découvert ça et je pense que c'est vraiment ce qui m'a plu, la dimension mentale, tu vois, le fait de se dépasser. Tu vois, l'autre jour, on parlait avec un copain et on se demandait ce que c'était la performance de manière générale. Et moi, je lui ai expliqué que pour moi, la performance, c'était d'arriver à se surpasser quand ça allait pas bien, que ce soit tant mentalement que physiquement, ça peut être sur un triathlon ou autre chose. Et vraiment, le fait de se surpasser, donc aller au-delà de ses capacités, pour moi, c'était vraiment une performance. Et c'est ce que j'ai découvert dans le triathlon longue distance. Donc c'est pour ça que j'ai basculé là-dedans. Hop, j'ai mis un pied dedans, j'ai dit, on va y rester. Et ensuite, ça m'a permis donc de continuer, voilà, sur ça. Bon, 2019, premier Ironman à Nice, l'année de la canicule. Donc moi, à ce moment-là, j'accompagnais un copain qui allait à Francfort. C'était le même week-end. À Francfort, ils ont gardé la distance. Ils ont juste que la partie course à pied, ils l'ont fait un petit peu plus ombragée, 300 mètres de plus à l'ombre.
en France, à Nice, je me souviens, ils ont coupé la course à pied. C'était 30 et puis un marathon. Comment ça s'est passé pour toi ce jour-là ? Alors déjà, c'était pas 30, c'était 31. Voilà, ils ont enlevé 20 km aussi au niveau du vélo. Donc, j'ai beaucoup entendu dire que du coup, je n'avais pas fait un Ironman. Voilà, que c'était pas un vrai Ironman que j'avais fait. Donc, je pense que c'est pour ça que je me suis réinscrite sur d'autres après, pour valider cette distance. Bah écoute, ça a été très difficile. Je pense que la chaleur a été extrême. Et comme évidemment, j'étais pas aux avant-postes sur le vélo, en fait, quand j'arrivais au ravito, il y avait plus d'eau. Et je pense pour tout le monde, en fait, l'organisation a été dépassée par la canicule et les conditions climatiques. Et à pied, j'ai beaucoup marché. J'étais aussi un peu blessée au niveau du mollet et j'ai mis 3h30. C'est bien beau pour un marathon. Enfin, pour 31 km. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais quand j'ai fini, je me suis dit, le lendemain, je m'étais réinscrite à une course, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais te demander en fait. Est-ce que pendant toute cette partie course à pied, tu te demandais ce que tu fichais là et puis en fait, tu as passé un pied, tu as dit plus jamais, tu as passé le deuxième pied de la ligne, là tu as dit c'est bon, allez, je me réinscris ou c'était un petit peu plus long le process ? Alors je me suis dit, plus jamais un Ironman. Bon, depuis, j'en ai fait 4, mais je pense... Alors j'en rigolais des fois avec des copines, tu sais, qui ont des enfants, quand elles viennent d'accoucher, elles disent plus jamais. Puis finalement, elles en ont 2, 3, 4. Donc je pense que c'est un petit peu pareil. On oublie la douleur de l'effort, mais on se rappelle en tout cas des sensations et des moments qu'on a vécu et de l'émotion qu'on a vécue, surtout en passant la ligne d'arrivée. Mais le lendemain, je me suis inscrite sur le half de Grèce. C'était en Grèce à l'époque. Donc c'était quand même plus petit. Ouais, mais c'était la Grèce. L'occasion de faire un petit coucou à Marie Léoté, c'est elle qui avait initié un petit peu toute la fédération grecque de triathlon et en particulier lancé le half et le full en Grèce. Marie Léoté qui a fait une petite course à pied, elle a fait le tour du monde en courant. Petit. Vous pouvez la retrouver sur le podcast. On a fait 2 épisodes avec Marie, un pendant et un après son tour du monde en courant. Mais qu'est-ce qui t'a piqué en fait, te dire finalement allez, j'y retourne, et comment se passe cette deuxième expérience du presque long, mais finalement c'était presque comme à Nice quoi. En fait, je pense que on devient un petit peu accro à tout ça. Le fait d'avoir un objectif en ligne de mire, je pense sincèrement que si je ne mets pas un objectif, si je m'inscris pas à une course, je m'entraîne pas. Tu vois, juste aller faire du sport santé, c'est pas pour moi. Moi, je m'entraîne pour être performante dans mon corps à moi et me sentir forte, me sentir capable de réaliser des choses. Forte, ça veut pas dire faire partie des meilleurs, mais d'avoir un corps fort, tu vois. Je trouve ça te fait rire, mais c'est vrai. Je trouve ça important. Et je rigole pas, hein, je souris parce que je trouve ça super mignon en fait. Ah ok, je me suis dit, il me trouve pas très forte, donc pourtant j'ai des petits bras, non, quand même. Et je pense que ça s'est fait comme ça, et puis au fur et à mesure avoir un objectif et de varier les objectifs. Donc d'aller chercher une nouvelle course, de partir aussi à l'étranger. J'ai fait pas mal de courses à l'étranger aussi, d'être qualifiée aussi pour les championnats du monde. J'ai eu l'opportunité, quand je me suis inscrite en Grèce, de me qualifier pour les championnats du monde aux États-Unis, donc en Utah. Donc c'est tout ça en fait, c'est tout cet assemblage de choses qui te fait découvrir à chaque fois soit un nouveau lieu ou une nouvelle discipline, parce que chaque Ironman est quand même un peu différent. J'ai dit discipline, mais non, on va dire une nouvelle course. Et en fait, c'est de découvrir à chaque fois des nouvelles choses, puisque ça te permet aussi de faire des cyclos, faire du trail, enfin, c'est assez... des swimruns aussi, tu vois. Donc, c'est ça qui me plaît, en fait, la diversité de ce sport, du multi-enchaînement. Ne rigole pas trop. Je ne rigole pas. Non, je me permettrai pas. Mais je trouve ça super mignon puis super intéressant, en fait, parce que c'est aussi la démarche qui amène certains amateurs, certains néo-triathlètes à se lancer et puis à continuer dans le triathlon, parce qu'il y a cette diversité de l'entraînement, parce qu'il y a cette diversité des parcours, des compétitions. Un Ironman, ça reste toujours à 500 mètres près la même distance, c'est très codifié. En revanche, tu vas faire un Ironman aux États-Unis, tu vas en faire un en Grèce, tu vas en faire un à Singapour et t'en fais un à Nice, c'est pas la même chose. Ou à Aix, allez. Ou au Sable d'Olonne. C'est jamais la même expérience que tu vis en fait. Donc je trouve ça super intéressant et puis touchant, parce que finalement c'est ce qui t'amène à faire du sport et à continuer et à performer dans le sport. Sur ce 73, donc en Grèce, qui t'emmène au championnat du monde, comment tu te prépares ? C'est toujours le même entraîneur qui te prépare ? Comment ça se passe ?
Oui, c'est toujours Nicolas qui m'entraîne. Donc, l'entraînement se fait par rapport à l'époque à mon travail. Donc, j'étais en banque, donc des horaires un peu plus définis. Fonctionnaire. J'ai fait 20 ans dans la banque. Ouais. Bon, en tout cas, à 17h, j'étais un peu plus dispo. Mais en tout cas, j'étais toujours au bureau. Donc, en plus, je m'ennuyais un peu. Mais bon, je faisais rire mes collègues en me disant, de toute façon, moi, je vais en travail pour me reposer. Voilà. Je m'entraîne et je me repose au boulot. Ce qui n'était pas trop faux à l'époque non plus. Aujourd'hui, ça a bien changé puisque mon travail demande un peu plus de concentration. Et c'est un peu différent et en tout cas beaucoup plus passionnant. Mais oui, toujours avoir mes entraînements qui étaient cadrés par rapport surtout au travail, à mes disponibilités. Puis un peu plus tard, après, on a évolué, tu vois, dans l'entraînement aussi, caler les entraînements quand j'ai fait le marathon de Valence il y a 2 ans, voilà, en 2023, pardon. Le faire aussi par rapport au cycle, tu vois, par rapport au cycle féminin. Donc c'est vrai qu'on en avait déjà un petit peu parlé au téléphone, mais je trouve que c'est important. Les femmes, on les entraîne pas du tout pareil que les hommes. Et ça, c'est important. On a des cycles qui sont déjà chacune très différentes. En fonction de chaque phase, on peut être soit très inflammé. Donc à ce moment-là, il faut pas rajouter de l'inflammation non plus pour éviter de se blesser. Et il y a des phases comme les phases folliculaires ou la phase d'ovulation où on va être très forte. Donc là, on va pouvoir passer des grosses séances. Donc en fait, ça, c'est vraiment cet aspect-là. C'est les détails comme ça, moi, qui me plaisent, tu vois, dans la discipline. Pouvoir peaufiner ces petits détails-là, en fait. Tu vois. Ça, c'est intéressant. Enfin, c'est aussi un sujet que j'ai un peu abordé, mais un peu moins maintenant, et pourtant sur lequel je voudrais beaucoup plus travailler, beaucoup plus élaborer, sachant que je suis pas une femme, donc j'ai peut-être pas forcément cette légitimité. Et avant que tu en parles, j'allais te poser la question justement de comment est-ce que tu gères par rapport à ton cycle menstruel, et est-ce que le fait de partager la vie au quotidien avec ton entraîneur, ça aide aussi, lui qui te connaît, qui voit bien aussi, alors sans partir dans les clichés, mais les changements d'humeur, les variations d'humeur, les variations de fatigue, les variations à l'entraînement. C'est une chose de s'entraîner et de partager un ressenti avec son entraîneur à distance, via une appli, via un tableau de bord, via Nolio, via Aidoo, via Garmin, via tout ce que tu veux. Et puis c'est autre chose de rentrer de l'entraînement et que ton conjoint ou ta conjointe voit que tu fais la tronche et que pour le coup, ce soit ton entraîneur. Est-ce que ça joue tout ça dans la programmation, dans la planification de l'entraînement et alors c'est peut-être à lui qu'il faudrait que je pose la question du coup, mais dans le ressenti qu'a l'entraîneur par rapport à son athlète. Oui, déjà c'est vrai comme ton podcast s'intitule Devenir triathlète, donc si je devais m'adresser aux femmes qui un jour ont l'occasion de discuter avec un entraîneur, en tout cas d'avoir un entraîneur ou une entraîneuse, c'est surtout de discuter de ça et de leur cycle, parce que je pense qu'effectivement les hommes n'ont pas forcément le réflexe de penser à ça, peut-être un peu plus maintenant, mais peut-être il y a quelques années un peu moins, et encore que ça dépend, j'imagine, chacun avance en tout cas à sa manière. C'est de discuter de ça parce que bon, t'as quand même beaucoup de filles qui vont avoir de l'endométriose, tu vois, moi j'ai de l'adénomiose, donc en fait t'as des douleurs qui interviennent, qui t'handicapent déjà dans ta vie perso et pro, et forcément quand tu fais du sport encore plus. Donc ce qui était délicat à l'époque quand je regardais pas trop, parce que même si on est des femmes, on connaît pas forcément tous ces cycles, les 4 phases, etc. Et à l'époque quand je m'y intéressais pas trop, si j'arrivais pas à m'entraîner parce que j'étais dans une phase trop inflammatoire et que j'étais pliée en deux dans mon lit, en fait je culpabilisais. Tu vois, donc en fait quand tu culpabilises, en fait t'es pas bien, alors que on a certes beau ne pas être triathlète professionnel, mais en fait quand on veut bien faire les choses et quand on veut respecter le planning que l'entraîneur a fait et surtout réussir, quand on a une grosse séance qu'on n'est pas capable de faire parce qu'on a nos règles ou qu'on est on a des SPM trop importants, et ben en fait mentalement c'est dur parce qu'on se dit en fait j'ai pas réussi, donc je suis face à un échec. Donc en fait je pense que l'objectif de l'entraîneur c'est déjà de déculpabiliser son athlète, mais c'est vrai par rapport à ça, d'où l'importance d'adapter par rapport au cycle. Pendant certaines phases du cycle, de mettre soit des charges moins élevées, ou soit, moi je sais ce qui marche bien sur moi, c'est des séances assez courtes, mais plutôt avec des sprints, typiquement à pied, mais très peu de volume, tu vois. Donc je pense que c'est important de s'adapter par rapport à ça, et surtout si ça arrive le jour J, le jour de la course, comment on fait, comment on s'y prépare aussi mentalement et physiquement, parce que malheureusement ça fait partie de la vie donc d'une femme athlète aujourd'hui, voilà. Tant qu'on n'en est pas à avoir encore, et je sais que ça existe encore, des entraîneurs qui te disent de toute façon, si t'as plus tes règles, c'est tant mieux. Alors là, on tombe dans l'excès. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, oui,
mesdames, n'hésitez pas à en parler et ouvertement, surtout si ça vous gêne pas, parce que souvent, chez les hommes, ce qui se passe, c'est aussi une forme de tabou ou de pas oser aborder le sujet parce qu'on rentre sur le côté très personnel de l'athlète femme. Et ouais, faut pas. Je pense qu'effectivement, il faut pas hésiter à le dire, à en parler. C'est bien qu'on en parle aujourd'hui, parce que comme ça, peut-être que ça fera réagir ou réaliser à certaines femmes qu'il faut pas hésiter à en parler à son entraîneur. Moi, je vois vraiment la relation entre un athlète et un ou une entraîneur comme une relation de confiance. Et s'il n'y a pas cette relation de confiance, de toute façon, il y aura du mal à progresser, même dans le sport et aussi sur les autres pans de la vie des athlètes. Oui, je partage ce que tu dis. Et en plus de ça, je pense que c'est important pour les femmes aussi de parler de tout ça aussi avec leur entraîneur, puisqu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est un facteur externe, c'est un aléa. Donc l'entraîneur, il ne peut pas le deviner. Et c'est une cause qui est scientifique. Donc il ne peut pas non plus le nier et ne rien en faire. Donc en fait, il y a des raisons à ça. Donc c'est le système hormonal de la femme. Ouais, quand elle a mal, elle a peut-être un peu plus de sautes d'humeur. Donc c'est pas pour autant qu'il faut les mettre de côté, ces sautes d'humeur-là. Et au contraire, il faut les accepter et en faire quelque chose. Voilà, que ce soit les sautes d'humeur. Certaines, elles peuvent avoir un état un peu dépressif aussi à l'arrivée de leur menstruation. Et je pense qu'il faut s'adapter par rapport à ça. Et au contraire, un entraîneur qui saura poser ces questions-là, forcément, va gagner des points avec ses athlètes. Puisque déjà, les femmes, c'est déjà un sujet tabou pour elles. Donc en fait, d'avoir la liberté de pouvoir s'exprimer. Donc la liberté, je trouve ça assez important. C'est primordial aujourd'hui. Ouais, puis au-delà de ça, il y a aussi tout le côté hygiène de vie. Quand vous avez vos règles ou quand vous êtes entre deux cycles, vous pouvez avoir plus ou moins faim, plus ou moins fatigué, plus ou moins d'énergie, tu l'as dit tout à l'heure. Et donc tout ça, ça va impacter aussi l'entraînement. Enfin, si tu fais une petite sortie, entre guillemets, et que tu te mets à dévorer tout ce qu'il y a dans le frigo, ça n'aura pas le même impact. Déjà, peut-être sur ton état d'esprit, sur ta sérénité vis-à-vis de tout ce que tu vas avaler, et puis aussi sur ton corps de manière générale. Et c'est peut-être tout simplement juste parce que t'es en phase prémenstruelle et puis que d'un seul coup, tu te mets à avoir une fringale, quoi. Alors que t'es pas sorti faire une sortie de 60 km qui s'est transformée en 100. Enfin voilà, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte aussi et sur lesquels il faut échanger avec l'entraîneur. Ouais, je suis d'accord. Alors après, ça dépend. Si t'as que du brocoli dans ton frigo, oui, mais bon, moi, ce sera plutôt du chocolat, tu vois. Mais oui, c'est important et c'est des moments où il faut accepter aussi de lâcher prise. Voilà, on peut pas tout maîtriser, on peut pas tout contrôler. Et je pense que ça, c'est le plus dur, surtout pour moi, de pas tout contrôler. Mais il faut l'accepter, sinon après, on se fait des nœuds au cerveau et on s'en sort plus, quoi. Et pour revenir sur la question que je te posais tout à l'heure, sans appuyer sur le sujet, mais est-ce que partager ta vie avec ton entraîneur, ça facilite aussi les choses aussi à ce niveau-là ? Je dirais oui et non. Voilà, oui et non, parce qu'effectivement, il sait très bien comment je réagis, ma façon de penser. On peut faire des débriefs en direct. Mais bon, je peux aussi des fois essayer de négocier, voilà. Négocier un petit peu ma sortie, ma séance ou pas. Ou pas, voilà. Donc ça dépend, mais en tout cas, c'est sûr qu'il me connaît bien. Et il connaît bien ma façon de réagir aussi face des fois aussi à une charge de travail trop importante, à une fatigue. On en parlait tout à l'heure, les trajets en voiture. Donc tout ça, en fait. Tout est en direct, donc c'est un plus pour moi. On va dire que j'ai la formule plus. Bon, revenons du coup à ta pratique. Donc 73, championnat du monde. Entre-temps, tu fais d'autres Ironman. À quel moment tu commences vraiment à performer? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais t'es quand même pas trop mauvaise. Ouais, en tout cas, c'est arrivé. En fait, moi, je pensais jamais un jour faire un podium en triathlon. Je me dis, quand même, ça c'est pour les top. Et en fait, tu vois, l'affiche qui est derrière, où mes collègues me l'ont offerte. Donc, j'ai fait un triathlon à Saint-Jean-de-Luz en 2021. Triathlon longue distance, triathlon que j'ai gagné. Ça a été mon premier podium. L'année d'après, j'ai à nouveau gagné ce même triathlon longue distance. J'ai progressé, je dirais, assez rapidement. Après, j'ai quand même des facilités à pied, un peu moins à vélo, mais je pense que je sais aussi être aéro quand il le faut. Donc, je fais aussi attention à ça et ça aide aussi sur certains parcours. Et ensuite, petit à petit, j'ai fait plusieurs podiums, que ce soit en catégorie d'âge sur des labels Ironman, Challenge, et puis gagner des courses locales. Donc, ça s'est fait vraiment petit à petit. Donc, j'ai une petite collection pour l'instant de trophées. Et après, c'est assez sympa. Mais ce que je vis surtout, c'est le dépassement de soi et de réussir ma course. Donc, même si des fois, je suis sur le podium, si j'ai pas réussi ma course, en fait, je suis pas contente parce que les gens comprennent pas puisqu'ils regardent plutôt le classement.
tu vises quoi? En fait, moi, je vise de faire la meilleure course possible. Tu vois, on en parlait du challenge Vieux Boucau. Je suis pas contente de ma course à pied. Oui, j'ai fait une bonne place, tu vois. J'ai fait 8e femme et première de ma classe d'âge. Mais j'étais pas contente de la course à pied, tu vois. Donc, en fait, j'ai pas réussi. Mais tu peux pas dire ça aux gens parce qu'ils trouvent ça déjà génial. Mais bon... Je ne me moque pas. Je trouve ça super mignon. Et tiens, d'ailleurs, sur le Challenge Vieux Boucau où tu étais ce week-end, donc tu me disais en off que tu n'as pas très bien couru. J'ai encore essoufflé notre sortie récup de ce matin. Comment est-ce que tu l'abordes au départ de la course et comment ça se caractérise pendant toute la course? Je veux dire... Comment tu prépares une course à partir du moment où tu es sur place? Est-ce que tu as besoin de te mettre dans ta bulle? Est-ce que tu as besoin que ton entraîneur soit là pour te rappeler les dernières choses qu'il faut faire avant de partir, le petit échauffement, etc. Et comment se déroule toute la course jusqu'à la fin où là tu te rends compte que finalement tu n'es pas si satisfaite que ça parce que tu n'as fait que 8e et tu n'as pas assez bien couru. À quel moment les sensations sont pas les bonnes, quoi? Ça fait beaucoup de questions, mais c'est pour te guider. Après, t'as le droit de ne sortir qu'une seule réponse. Ok, donc je peux pas parler d'autre chose. Non, en fait, déjà, l'avantage que j'ai, c'est que comme j'ai fait pas mal de courses, quand j'arrive sur une course, en fait, je suis pas stressée. Je suis plutôt détendue. Je commence à avoir un petit stress. C'est au moment où t'es sur la ligne de départ, natation, où tu remets tes lunettes, tu les enlèves, tu les remets, tu sais plus comment, si elles sont assez bien mises ou pas. Des petits tocs, je pense qu'on peut tout savoir. Non, mais je suis assez détendue. Moi, j'aime bien être dans mon truc, faire mon truc à moi, parce que sinon, si tu comptes sur les autres, on a toujours qui sont un peu en retard, qui arrivent pas au bon moment. En plus, ça, c'était une épreuve club, donc on était assez nombreux pour le Cercle Triathlon Toulouse. Voilà. On recrute. Et non, je suis dans ma course. Moi, j'ai fait un bon échauffement. Je pense que c'est important de s'échauffer, même pour le longue distance. Souvent, les gens s'échauffent pas, ils disent moi, pour un half, je m'échauffe pas. Mais en fait, si, il faut s'échauffer, les gars. Prenez un élastique, vous échauffez les épaules, vous faites chauffer, quelques pompes. Je crois qu'on a fait 12-13 minutes à pied, un petit échauffement dans l'eau parce qu'elle était froide, donc ça permet déjà de prendre les sensations et pas avoir cette sensation de froid quand on va aller dans l'eau. Non, ça s'est bien passé. Moi, dans la natation, j'étais dans ma course. J'ai mis ma natation. Le vélo, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, même si j'avais des douleurs de hanche, donc ça a pas été top à ce niveau-là, donc j'ai dû ralentir à un moment donné. Mais moi, j'étais à fond dans ma course, dans mes sensations du début à la fin, en train de me dire putain, mais il fait trop beau, c'est génial. C'est génial, c'est trop de chance. Et puis j'avais hâte de courir souvent. Et moi, il me tarde de poser le vélo parce qu'au moins tu sais que t'as pas eu de pépins mécaniques. Tu vois, c'est souvent ça quand tu fais notamment un Ironman. Tu dis bon, tu pries pendant 180 bornes de pas avoir de soucis mécaniques. Sinon, tout ce que t'as fait derrière, tout ton entraînement, en fait, ça part à la poubelle. Et en fait, tu pars à pied. Et à pied, j'ai senti tout de suite que ça allait pas trop, que j'avais très mal à la hanche, que j'avais un point de côté qui m'a pas lâché, donc j'ai pas pu. Quand t'as un point de côté, tu rebois pas, tu remanges pas, parce que sinon ça passe pas. J'ai essayé, du coup ça me donnait encore plus mal. On te dit ouais, il faut souffler beaucoup. Alors t'es là, devant tout le monde en doublant les jambes, et puis en fait ça passe pas, donc tu fais comme tu peux. Après au moins l'avantage c'est que j'ai pas trop mal aux jambes lundi et mardi, quoi, parce que j'ai pas. Mais bon, voilà, c'est trop bien de faire une course. Moi, j'adore passer la ligne d'arrivée, voir les encouragements, ensuite aller encourager ceux que tu as accompagnés, doubler des gens, mettre une petite tape sur les fesses ou pincer les fesses aussi, ce que je fais. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours sympas, quoi. Aux gens du cercle? Non. non, tu sais, tu pinces les fesses, tu vois, les gens ils s'y attendent pas, tu vois. Tu dis allez, courage, et puis tu t'en bas. Ça doit passer mieux quand c'est une femme qui fait ça que quand c'est un mec qui passe les fesses à tout va. Oui, justement, c'est ça qui est drôle. Même à vélo, tu mets une petite claque et puis ils s'y attendent pas. Et puis bon, quand tu vois que c'est toi, ils savent que c'est ton genre de faire ça, voilà. Voilà, non, c'est plutôt cool. Donc le truc, c'est que pour que tu puisses mettre une petite claque ou que tu pinces les fesses, il va falloir que ce soit sur un triathlon avec plusieurs boucles pour que les gens te croisent, parce que sinon tu joues plutôt aux avant-postes. Oui, c'est ça. Donc, il faut des boucles. Mais l'avantage de faire des boucles aussi, tu peux voir où les autres en sont aussi. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et puis, d'avoir des personnes qui peuvent aussi te donner les écarts. Donc, telle personne est à 30 secondes devant toi ou pas. Si elle a 5 minutes, tu dis, bon, finalement, c'est rien que j'accélère. Mais tu vois, c'est ça qui est beau dans le triathlon. C'est un sport qui est individuel, mais finalement, que tu peux partager avec d'autres personnes et qui a un côté assez collectif. En tout cas, quand tu es sur une course ou dans un entraînement. Donc, c'est la beauté de la discipline, je dirais. Bon, là, tu cours toujours en amateur, donc en groupe d'âge. Est-ce qu'un jour, tu
Tu franchis le pas de passer chez les pros? Non, c'est pas du tout mon objectif. Déjà, je pense pas avoir le niveau et c'est pas du tout ce que je vise. J'ai jamais eu l'ambition de devenir professionnelle. Pour moi, c'est vraiment important que ça reste un loisir. On en parlait tout à l'heure, le fait de pas avoir de contraintes. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir la liberté de me dire qu'à tout moment, si j'ai pas envie de m'entraîner, je m'entraîne pas, ou si je veux arrêter le triathlon, j'arrête. Alors que dès l'instant où tu passes professionnel, en fait, t'es obligé d'avoir des contraintes. Et je pense que c'est pas mon truc, tu vois. Et pour autant, je m'entraîne tout le temps. Mais au moins, moi, ma priorité, c'est mon travail, c'est ma vie personnelle. Et le sport, disons que c'est un plus qui prend beaucoup de place, certes, qui est omniprésent, mais ça reste du positif et surtout de la liberté de pouvoir s'entraîner et de se faire plaisir. Fais gaffe, parce que si tu continues à gagner, à un moment, Ironman et Challenge, ils viennent te chercher en te disant bon, maintenant, ce serait bien d'upgrade. Oui, bon, peut-être que... Non, mais vraiment, c'est pas... Déjà, je pense que je répondrais pas, j'aurais pas vu passer. mais non, c'est vraiment pas mon objectif. Et puis, j'aimerais faire un petit peu plus de courses locales. En ce moment, c'est vrai que je suis beaucoup partie sur des labels. Déjà, c'est un budget, surtout à l'étranger. J'ai passé pas mal d'argent là-dedans. Et maintenant, cette année, j'ai eu plus à cœur de faire des courses en local pour représenter justement les clubs qui s'investissent pour nous, pour les athlètes, pour pouvoir les laisser aussi s'exprimer sur des courses, tu vois. Donc, je trouve ça important. J'en profite, je le place à chaque fois que je peux, mais va voir du côté du Haute-Marne Triathlon. Ils ont du cours aux longues distances, c'est au mois de juillet. Profites-en, va voir. Et puis Nico, on te fait un petit coucou. N'hésite pas à contacter Laura pour lui proposer une place pour l'année prochaine. Tu sais que tout ce qui est au-dessus de Toulouse, c'est le nord. Hein, voilà, Non, c'est vrai que je regarde pas du tout les épreuves qu'il y a dans le nord, sauf autres pays, tu vois, l'Allemagne, la Slovaquie, tout ça. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas découvrir? J'ai une question qui m'échappe, mais ça reviendra. Du coup, toi, tu as dit que tu étais une femme d'objectifs. Tu aimes te fixer des objectifs. C'est quoi tes prochains objectifs à aujourd'hui? Là, c'est les championnats du monde de Alpha Ironman qui ont lieu le 8 novembre, donc dans un peu moins d'un mois à Marbella. Voilà. Et après, l'objectif que j'aimerais bien avoir l'année prochaine, c'est Roth. Mais j'ai pas réussi à avoir de place. Elles sont parties en 13 secondes. Je comprends pas. Il me semblait avoir mis moins. Mais voilà, j'aurais aimé faire Roth, refaire un Ironman cette année. Parce que cette année, j'avais trop de boulot, trop de contraintes, on va dire, professionnelles pour m'entraîner pour un Ironman. Et l'année d'avant, du coup, j'en ai fait 2 puisque j'ai fait l'Autriche et je me suis qualifiée pour Nice, qui était mon objectif. Et là, j'aimerais bien repartir sur un Ironman l'année prochaine. Mais du coup, si je fais pas Roth, je sais pas lequel me fait envie, tu vois, me fait rêver. Tu vois, il faut que la course, elle me fasse rêver. Tu vois, Roth, ça me faisait rêver. Je l'ai fait en 2022. Ça me faisait trop rêver. Enfin, quand je voyais les vidéos YouTube. Et puis, t'es déjà allé à Roth? Moi, j'y suis jamais allé, mais effectivement, c'est mythique comme course. Ok, bah déjà, c'est une erreur de ne pas être allé à Roth, Hermano. Ce qui est top quand t'es à Roth, enfin ce qui est top oui et non, parce qu'après tu veux plus faire d'autres courses, parce que c'est trop bien, déjà t'arrives là-bas, t'as du café pour tous les spectateurs, enfin on est quand même des milliers sur la course, tu vas à la natation, t'as un stand de gel si tu veux prendre un petit gel avant de partir faire ta natte, sur le côté de la natation, dans le canal, tous les 100 mètres t'as un panneau qui te donne la distance, tu descends ton vélo, c'est comme pour les pros, on te prend ton vélo et on t'amène tes affaires, tu vois, donc je me rappelle ma T2, ouais j'ai mis 1 minute 10, tu vois. On m'a tout donné et c'est rigolo. Dans les temps que tu as, j'ai été 10e sur la T2, 10e de Roth. Tellement ça va vite, tu vois. Tu donnes ton vélo, on t'aide à mettre tes chaussures et bah t'es prête quoi. Tu vois. Donc du coup faut y aller quoi. C'est parti. Donc Roth c'était vraiment une course qui me faisait rêver. Et ensuite l'Autriche aussi, ce qui est très très beau. Ils ont le parcours natation, c'est magnifique avec le lac. C'est vraiment trop trop beau. Le parcours vélo, il est magnifique. Donc tu vois ça me faisait rêver. Et après ce qui m'a fait rêver, c'était de participer au championnat du monde à Nice, puisqu'en fait c'était la première et la dernière fois pour les femmes. C'était à côté de la maison, j'avais déjà fait le parcours, donc j'avais quand même une petite revanche à prendre sur le temps. C'est un parcours que je connais bien, c'est à côté, tu peux y aller juste 3 jours sans prendre une semaine et poser des congés, donc c'est plutôt top. Et donc voilà, il faut que je trouve une course qui me fasse rêver l'année prochaine pour pouvoir m'inscrire. Mais je veux trouver. Le Haute-Marne Triathlon. Ouais, tu disais que là, tu prépares Marbella, du coup. J'ai trouvé ça trop mignon quand on en parlait tout à l'heure, quand on courait. Il t'a dit quoi, ton chéri ?
Bah, elle m'a dit, écoute, t'as 4 semaines. Pendant 4 semaines, tu t'occupes de rien. Moi, je fais tout. Et toi, tu penses juste à travailler, dormir et t'entraîner, quoi. Voilà, j'ai dit, bon, bah, super. Voilà, bon, je fais quand même un peu de ménage parce que, bon, voilà. Mais après, non, il s'occupe de tout et moi, je m'occupe de moi. Voilà. C'est vraiment tellement difficile. Hein. Ça doit être bien de vivre un petit peu cette vie de sportif professionnel, même si tu veux pas passer chez les pros. Ouais, alors après ces 4 semaines, là, il y a donc une semaine où je récupère un peu de vieux bocaux, il y aura une semaine d'affûtage, donc ça va vite arriver, quoi. Mais c'est quand même agréable de pouvoir se dire, on partage la vie avec quelqu'un qui comprend pourquoi je m'entraîne. Parce que je pense que c'est pas évident dans tous les couples, que beaucoup de couples aussi se sont séparés à cause du triathlon, j'en connais, parce que c'est pas évident d'accepter que cette discipline et ce sport qui est très contraignant, c'est tous les jours. Si tu veux performer, tu as 3 sports, il faut que tu t'entraînes au moins 2-3 fois dans chaque sport, tu vois, à minima. Et donc, il faut que l'autre comprenne et accepte. C'est pour ça que souvent, quand je vois des copains, puisque c'est quand même un sport qui est beaucoup plus masculin, tu vois, au club, on a quand même beaucoup d'hommes qui s'engagent sur un Ironman, il faut que leur femme, elle soit d'accord. Parce qu'il faut qu'elle comprenne pourquoi que le dimanche, il va s'en aller pendant 7 heures pour s'entraîner et que les enfants, il va pas pouvoir s'en occuper le matin. Donc il faut vraiment que ce soit une décision de couple de s'investir dans cette expérience en fait qui est le triathlon longue distance, quoi. Faut accepter. Ouais, faut accepter. Normalement, je me renseigne pas trop sur mes invités parce que je veux que ça reste très smooth et puis que l'audience découvre mes invités en même temps que moi, sinon on est un peu biaisé. Mais bon, comme ce matin, on a passé 1 heure ensemble à courir, tu m'as raconté quelques trucs et tu m'as dit notamment que tu avais pris des fonctions au-delà d'être présidente du TUC, donc Toulouse Université Club. Tu avais pris aussi des fonctions au niveau de la Ligue Occitanie. Ça veut dire quoi, être dans une ligue de triathlon? Pour toutes celles et tous ceux qui se posent la question, pour qui c'est très mythique, on fait quoi? Alors pour le coup, moi j'avais pas autant de temps libre que d'autres, donc je faisais comme je pouvais. Je m'occupais surtout, donc j'étais vice-président de la Ligue Occitanie de triathlon, donc après c'est juste un titre puisque en fait en soi c'est surtout le président qui fait beaucoup, la trésorière et les salariés qui en fait c'est leur travail. Quand t'es bénévole c'est un peu plus difficile et en fait la Ligue, son rôle c'est de développer le triathlon, les épreuves et les écoles de triathlon. Donc moi, tu vois, typiquement, ce que j'aimais bien, c'était les réunions, donc les conseils d'administration, les réunions avec les présidents de clubs, parce que ça permettait de voir un petit peu le côté off du triathlon, discuter avec les organisateurs donc d'événements, ceux qui ont des clubs qui marchent bien, tu vois, pour écouter voilà leurs conseils pour les autres, savoir aussi comment s'organise la vie en général, comment marche la vie de la fédé, comment marche en fait tout l'écosystème du triathlon. Moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Donc, je suis encore dans le conseil d'administration, mais pour l'instant, depuis le début d'année, j'ai pas réussi à faire une réunion. À chaque fois, j'ai un déplacement ou autre, donc ça tombe mal. Mais moi, c'est des choses qui me plaisent, tu vois, donner mon avis, puisque aussi, tu as quand même, dans ces instances-là, comme ça prend beaucoup de temps aussi, voilà, pour le président Thibault Lallemand, il est un peu moins sur les épreuves aussi. Donc, moi, on va dire mon point fort pour ça, c'est que je participe aux épreuves. Donc, je peux donner mon avis de l'intérieur. Voilà, la course, elle s'est passée comme ci, comme ça, les organisateurs comme ci, comme ça, ce qui était bien, moins bien, à changer, les arbitres, machin. Et je trouve c'est important de donner son avis en tant que triathlète au-delà de spectateur, tu vois. Intéressant. Bon, j'en profite pour faire un petit coucou à Thomas Hameau qui était aussi à la Ligue. Qui encore. Et puis finalement, la Ligue Occitanie, elle est assez vaste parce que l'Occitanie, c'est assez grand, assez large. Donc ça représente un territoire qui va d'où à où, des clubs qui vont d'où à où et globalement. Typiquement, tu as toute la partie anciennement Midi-Pyrénées et ensuite ça englobe jusqu'à Montpellier, quoi. Donc voilà, c'est assez vaste. C'est pour ça qu'il y a quand même 2 pôles. Tu en as un à Balma et un du côté de Sète, donc où tu as plusieurs salariés qui travaillent à différents endroits pour développer les 2 parties en fait de l'Occitanie, puisque comme tu dis, c'est un territoire assez vaste. Voilà, mais c'est quand même beaucoup de clubs, beaucoup d'adhérents. On a une ligue qui est quand même très dynamique en France. Donc c'est sûr, je mets pas les autres ligues de côté, mais celle-là, elle est particulièrement bien. On a la chance d'avoir un président qui est très très actif et très dévoué au monde du triathlon et surtout des salariés qui sont exceptionnels. Donc Thomas Hameau que tu connais, franchement c'est une pépite, avec Clément, avec Mathias qui bosse aussi pour le centre régional d'entraînement universitaire aussi à Toulouse. On a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir une équipe comme celle qu'on a aujourd'hui à la Ligue et je pense que c'est le gros point fort, c'est la masse salariale et c'est les gens qui la composent.
Voilà. On fait comment si on veut rejoindre la Ligue, si on veut prendre des fonctions à la Ligue, que ce soit en tant que bénévole ou en tant que salarié? On peut envoyer un petit message à la Ligue. On va sur le site, donc à l'onglet Contact, où on contacte Thomas ou une autre personne qu'on peut croiser. En tout cas, je pense qu'on est toujours à la recherche de bénévoles. Voilà, le bénévolat, c'est un monde qui n'est pas facile. Tout le monde n'a pas le temps de s'investir aussi, puisque c'est généralement pas la priorité dans la vie. Donc, si des gens veulent s'investir et pensent avoir quelque chose à apporter, il ne faut pas hésiter à pousser la porte. Ça permet de voir le triathlon différemment aussi. Tu vois, et de comprendre aussi l'importance des épreuves, l'importance des écoles de triathlon dans le développement aussi de la pratique de ce sport. Tu vois, c'est notre vision. Ouais, on le dit souvent quand on incite les gens à être bénévoles sur des courses. Il y a aussi le côté, il y a le côté entraîneur quand on a les diplômes et quand on a la fibre. Il y a aussi le côté arbitrage qui permet de voir les épreuves et le triathlon différemment. Et puis il y a toute cette partie fédérale, intégrer la ligue ou la fédération et où on voit encore l'envers du décor. Et ça doit être super intéressant quand même. Oui, en fait, il y a deux façons de voir les choses. Un, je suis consommateur. Je suis là, je consomme les courses, je les critique et je m'investis pas pour développer ces épreuves-là. Deux, j'accepte de rendre ce qu'on m'a donné un jour, tu vois. Parce que si on n'a que des consommateurs, en fait, on n'a pas de course. Non, mais c'est vrai. Mais bon, après, on les voit vite, ces gens-là. C'est vrai. Il y a quand même beaucoup de consommateurs à la Fédération française de triathlon parce que c'est quand même une fédé. Enfin, le triathlon est assez développé en France, pas que le triathlon d'ailleurs. On parle aussi pas mal du swimrun, sachant que la France est le seul pays où le swimrun est rattaché à une fédération qui est délégataire de ce sport. Donc, c'est quand même assez actif. Il y a beaucoup de pratiquants. Et la Ligue Occitanie doit générer quand même pas mal de pratiquants aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de consommateurs. Il faudrait qu'il y en ait un peu plus qui s'investissent, qui s'impliquent, non ? Oui, on aimerait toujours. Après, je pense que déjà, la chance qu'on a, c'est au niveau de la Ligue et donc de Thomas ou encore Clément qui y travaillent, c'est qu'ils sont là aussi pour accompagner les clubs. Voilà, un club, un jour, même une personne veut ouvrir un club, veut organiser des épreuves, il peut trouver un support auprès de la Ligue. Donc évidemment, ça ne fait pas tout, mais en tout cas, il saura avoir une écoute attentive à la Ligue Occitanie pour l'aider à développer au mieux son épreuve et d'avoir aussi les bons contacts, les bons partenaires pour l'organiser, ne serait-ce que le chronométrage. S'il a besoin aussi du parc à vélo, de tout ce matériel, en fait, la Ligue le prête, donc, ou encore du camion pour amener effectivement tout ce matériel. Donc en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bel accompagnement. Alors certes, on peut toujours faire mieux, mais on peut aussi des fois se contenter de ce qu'on a et qui marche bien. Bon, écoute, j'avais pas forcément prévu de parler de la Ligue, mais c'était l'occasion de tendre un peu le micro d'une certaine manière à la Ligue. Ouais. Revenons à toi. Donc là, tu nous as dit quels étaient tes prochains objectifs. Tu penses que tu vas rester dans le triathlon combien de temps, Laura ? Écoute, je sais pas trop. Tu vois, pour être honnête, cette dernière année, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à sortir le vélo toute seule. On a malheureusement vécu un drame au club avec un copain, Antoine, et d'ailleurs je fais un gros bisou à Sarah si elle écoute, qui malheureusement a eu un accident de vélo avec une voiture. Et depuis, je pense qu'on est quand même assez nombreux à avoir du mal à partir rouler seul. Et tu vois, j'en discutais, je crois, hier avec des clients. On parlait du vélo et je disais que je me voyais à terme peut-être juste arrêter le vélo parce que je trouve ça trop dangereux. T'as beaucoup de gens qui te frôlent, qui sont sur les téléphones, qui font pas attention. Et tu vois, typiquement l'autre jour, j'étais à table et il y avait une collègue à côté de moi. Elle me dit, mais moi, quand il y a deux cyclistes qui roulent un côté de l'autre, je fais exprès de les frôler. Tu vois, en fait, t'entends ça, tu sais que ça sert à rien de batailler avec ces gens-là. C'est quand même le moment où tu te lèves de table, tu lui en décolles. Non, ça, je vais être obligé de couper, je peux pas le laisser. Non, en plus, tu vois, je suis encadrante, donc je peux pas me permettre d'avoir ce type de discours, mais quand j'ai essayé de chercher à comprendre, tu vois, comprendre pourquoi elle disait ça. Elle me dit, mais en fait, ils me font chier sur la route, ils sont deux à côté, ils ont pas le droit. Donc je lui explique qu'en fait, ils ont le droit d'être deux côte à côte. Et voilà, je lui dis, mais tu te rends compte, si t'en frôles un et que tu le touches, déjà, non seulement, toi, t'as de la ferraille, mais lui, il a rien, donc tu peux le tuer. Mais en plus, toi, toute ta vie, tu vas le payer, quoi. Elle dit, ouais, mais je m'en fous, en fait, moi, ça m'emmerde, ils sont sur la route, j'aime pas les cyclistes. Et en fait, ça m'a fait réaliser qu'en fait, donc parmi les gens qui te frôlent à vélo, ou qui te klaxonnent ou autre, t'en as qui font pas exprès, mais t'en as d'autres, c'est volontaire. Et en fait, quand je suis sortie de cette discussion, c'était il y a un mois à peu près, en fait, j'ai eu peur, tu vois. Je me suis dit, mais ces gens-là, ils sont dangereux. Ils sont dangereux et c'est volontaire. Tu le vois des fois quand certains, ils te doublent, ils te frôlent, quand ils ont fini de te doubler, ils s'écartent. Mais t'imagines pour un débutant ?
un débutant qui maîtrise pas encore son vélo, qui fait un écart de route parce qu'il y a un trou, parce qu'il essaie d'attraper son gel, il a pas maîtrisé son vélo ou sa gourde, ou qui se retourne et du coup il s'est décalé. Enfin, t'imagines comme c'est grave? Et en fait, la route est dangereuse, donc en fait c'est à la fois du bonheur de se sentir libre sur la route, mais il y a un aléa qu'on maîtrise pas, c'est les voitures en face. Donc en fait, je sais pas à combien de temps je ferai du triathlon, mais en tout cas j'ai envie d'en faire le plus longtemps possible. Mais je me vois bien plus tard basculer plutôt sur du trail, enfin longue distance ou des trucs comme ça, à cause justement de la dangerosité de la route. Swimrun, Laura, le swimrun. Ah, tu sais nager. Bon, même si c'est marqué là, 39 minutes pour un 1900 mètres. Je blague. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et hasard du calendrier ou pas, l'épisode que j'ai publié hier avec Enis Mansour, il revient justement lui sur son accident de vélo alors qu'il préparait son premier triathlon coma, amnésie, etc. Donc ouais, ça commence à devenir le point noir du triathlon, c'est comment s'entraîner en vélo sur la route, sur les voies classiques, alors qu'il y a tout un tas de tarés ou de gens qui font pas exprès, qui font pas attention et qui vont te shooter. Et combien on entend de plus en plus de gens qui ont ce type d'accident, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et comme on est de plus en plus nombreux sur la route, ça veut dire que ça multiplie quand même les risques d'accidents. Et en fait, c'est grave, en fait, tu vois. Moi, aujourd'hui, tous les jours, je pense à Antoine, tu vois. Tous les jours, il n'y a pas un jour où je pense pas à lui. Donc en fait, il faut trouver la meilleure façon de s'entraîner, de pratiquer sa discipline comme ça, tu vois. Et je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après l'Ironman de Nice, t'as un athlète qui est... de Nice, le Tessin, je crois. Le Tessin, là, dans le sud, où t'as un athlète professionnel qui s'est fait écraser à Nice, tu vois. Donc le mari de Lucie Biram, je crois qu'elle s'appelle. Donc en fait, c'est grave, tu vois. C'est en plus, tu fais ta passion et tu peux pas la pratiquer comme tu veux. Écoute, il ne reste plus qu'à notamment la Ligue Occitanie à faire des belles pistes cyclables juste réservées aux vélos qui traversent toute l'Occitanie. Ce serait une solution, ça, pour les triathlètes pour s'entraîner, non? Ouais, après je conseille plutôt d'investir dans un bon entraîneur et dans un abonnement Netflix, quoi. Tu vois, au moins t'es safe quand t'es tout seul pour faire ta séance, surtout le soir, là où il y a le plus de monde qui roule. Voilà. Bon, après, moi, ça fait qu'1 an que je suis à Toulouse et c'est vrai que... Alors, je parle pas des cyclistes, je parle plutôt des cyclistes urbains qui, eux, sont aussi très souvent complètement... Cow-boy. Ouais, cow-boy et puis inconscients. Enfin, remonter les rues en sens inverse, rouler sur les trottoirs, insulter les gens, que ce soit les piétons ou les voitures. Enfin, moi, j'habite en centre-ville de Toulouse, j'en vois, mais de ma fenêtre, j'en vois toute la journée. Et le problème, c'est que c'est des gens comme ça qui vont agacer des gens comme la personne avec qui tu parlais, qui te disait qu'elle fait exprès de frôler les cyclistes parce qu'il a font chier. Oui, c'est ça. Alors après, tout le monde ne connaît pas aussi les règles de la circulation en France, c'est-à-dire que tu as certains feux où il y a un panneau spécial pour les cyclistes qui autorise soit à aller tout droit et aller à droite. Mais les automobilistes, ils ne les connaissent pas. Donc quand tu respectes ce panneau-là, tu te fais klaxonner. Donc bon, c'est moyen, quoi. Bref, tu vas rester longtemps dans le triathlon, encore, et puis après tu vas switcher vers le swimrun, on est d'accord. Bon, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Quel est ton meilleur conseil, toi, Laura, pour devenir triathlète, pour progresser et pour performer, parce que c'est aussi ton cas? Ouais, je dirais que c'est oser se lancer. Le plus difficile, c'est toujours quand on a un escalier, c'est de monter la première marche. Ensuite, chaque marche se répète, mais c'est d'oser un jour franchir le cap, soit de se tenter sur un XS par exemple, ou d'oser pousser la porte d'un club de triathlon, comme le Cercle Triathlon Toulouse, évidemment, justement pour apprendre une nouvelle discipline et ne pas avoir peur justement de tester des choses nouvelles. Puisqu'effectivement, il y a 3 disciplines, ça demande du temps, peut-être que parfois on ne va pas réussir tout de suite, notamment à nager, ça peut être un point parfois un peu noir pour les nouveaux triathlètes, c'est que la natation, c'est pas inné, et c'est surtout très difficile, hein. D'ailleurs, les meilleurs nageurs, on le voit, les meilleurs nageurs sont ceux qui ont commencé tôt, contrairement à la course à pied ou le vélo, où on peut toujours progresser. Bon, il y a quand même certaines limites, mais les meilleurs nageurs sont ceux qui ont commencé tôt, parce qu'ils ont été baignés dans l'eau assez rapidement, ils ont l'habitude d'être dans cet environnement, ils ont des acquis finalement que nous n'avons pas. Donc il faut oser et surtout penser à pourquoi on le fait, donc prendre plaisir et partager des moments avec des gens super, quoi. Voilà. Bon, je te remercie Laura pour ce moment. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés.
Pour terminer, où est-ce qu'on te suit, qu'on t'encourage au-delà de t'appeler chez UFF quand on a besoin d'optimiser un petit peu, pas ses revenus, mais en tout cas ce qu'on fait de ses revenus? Oui, très simplement, déjà merci à toi, j'ai passé un bon moment. C'est vrai qu'on se connaissait pas trop, on a eu l'occasion d'échanger au téléphone, donc merci de m'avoir en tout cas donné la parole sur certains sujets qui étaient importants aussi. Et je dirais que j'ai une page Instagram en privé évidemment qui s'appelle Laura GTR, donc lo.ra, puisqu'il y a beaucoup de Laura GTR, lo.ra.gtr, voilà, pour Gauthier, et qui est en privé, mais j'accepte du monde aussi pour pouvoir partager quelques moments, même si j'ai pas trop le temps de le faire, mais voilà, ou sur Strava, voilà. Ouais, puis sur LinkedIn aussi, et puis de toute façon je mettrai tout dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup Laura. Et merci beaucoup à toi. À bientôt, à Marbella. Ouais, tu seras à Marbella ? Non, mais pour les autres, pour ceux qui y seront. Ok, tu suivras ça, je t'enverrai les résultats, le tracker. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Salut Hermano, c'est Laura, j'espère que tu vas bien. Écoute, comme prévu, je te fais un petit vocal pour te raconter ce qui s'est passé depuis 1 mois et demi. Déjà, comme tu le sais, on en a parlé un petit peu, j'ai fait une chute à vélo lors d'une cyclo, la Castres. Donc non seulement je me suis un peu fait mal, j'ai eu un gros hématome et un petit bout d'os qui est parti sur la hanche, mais ça m'a surtout immobilisée, empêché de faire du sport pendant quelques semaines. Du coup, je suis arrivée avec assez peu d'entraînement à Marbella, mais on peut dire pleine de fraîcheur, puisque j'étais bien reposée. Et c'était une super course, moi je me suis régalée. Donc évidemment, quand on a des blessures, c'est pas évident, on peut pas performer comme on souhaite, mais ça c'est le jeu, parce que réussir sa course et son triathlon, c'est surtout arriver sans blessure le jour de la course. Donc j'imagine qu'il y aura d'autres échéances où je pourrais m'éclater toujours un peu plus, mais franchement c'était une super expérience, et surtout la découverte du sud de l'Espagne qui était géniale. À bientôt. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!